Bonjour à tous. Alors, hop, aujourd'hui, donc, je vais vous pitcher le projet innovant qu'on a mené sur la résidence de Pertuis, donc, par le bailleur social Erilia, groupe Habitat en région. Un projet innovant qui mêle du gaz, de l'électricité, du solaire, de l'hydrogène, de l'oxygène, enfin tout un tas de choses qui nous ont permis d'arriver à un projet abouti. Donc le contexte, la résidence Les Moulins donc, se situe dans le 84, dans le sud de la France, à Pertuis. C'était une résidence donc, des années 95 avec 28 logements. Une chaufferie collective origine, donc très peu performante. Donc le problème qu'on a rencontré à Pertuis, il est assez simple. On avait des réseaux avec des fortes déperditions de chaleur, notamment liées au fait qu'on utilise des modules techniques d'appartement qui nécessitaient une température constante toute l'année supérieure à 60 degrés. Des températures élevées au sol en permanence, puisque ces fameux réseaux circulaient à l'intérieur des logements et irradiaient de leur chaleur toute l'année. Donc vous imaginez bien que dans le sud de la France, 60 degrés en plein été dans le logement, c'est pas très confortable. Donc on avait une contrainte à ce niveau-là. Forcément des charges élevées, une grosse consommation de gaz permanente, des chaudières peu performantes et vétustes, mais ça, quelque part, on était dans une logique de vétusté. Et enfin, une réhabilitation décalée dans le temps. Donc il nous fallait trouver un moyen de répondre à ces problèmes-là et aussi à participer finalement à maîtriser les charges de nos locataires et agir sur leur pouvoir d'achat. Donc là, c'était vraiment le défi, le challenge qu'on avait sur cette résidence. Donc l'installation, pour la résumer, pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, hein, une chaufferie, notre fameux réseau à 65 degrés 12 mois par an et des modules thermiques dans les appartements qui faisaient le chauffage et l'eau chaude. Voilà. Et une petite photo du MTA qui représentait les équipements. Donc le sujet a été, je l'ai pris finalement dans son entièreté, puisqu'aujourd'hui je suis intimement convaincu que les réhabilitations doivent passer par une analyse des opportunités du site. Donc c'est un petit peu ce qui a été fait à Pertuis. Et cette résidence étant déjà construite, je me suis dit qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qu'on pourrait autoconsommer sur place pour agir en faveur de nos locataires. Donc il y avait deux grandes idées. Il y avait la partie solaire. Les bâtiments sont exposés plein sud, sans masque solaire possible, ni aucune occultation. Donc c'était un gisement intéressant. Il y avait aussi de la géothermie, donc, qui était potentiellement faisable sur ce site-là. Et enfin, l'idée était aussi de réemployer une grosse partie de nos équipements, puisque qui dit réhabilitation un peu éco-responsable, dit aussi comment on peut réemployer nos équipements actuels et les transformer pour les rendre plus vertueux. Donc l'objectif, c'était de mettre en jeu donc, ce fameux projet innovant pour diminuer nos consommations, notre dépendance aux énergies primaires. Alors quand je parle des tendances d'énergie primaire, c'est au gaz fossile et à l'électricité. Et de surtout travailler aux charges de nos locataires, qui est un enjeu fort pour un bailleur social comme Erilia, et pour lequel on a une grande mission et un grand intérêt sur ces thématiques. Donc la solution, qu'est-ce qu'on a fait ? Tout simplement, en premier lieu, on a séparé le CS, on a enlevé la partie production d'eau chaude de la chaufferie pour mettre des ballons à semi-accumulation individuelle électrique. Jusque-là, vous me direz, c'est pas très innovant, mais la suite va venir. Ensuite, dans la chaufferie, donc, avec Olivier ici présent et de Dietrich Bulan, que j'avais rencontré il y a quelques années sur Interclimat et qui avait parlé rapidement d'hydrogène, que j'avais mis dans un coin de ma tête. Je suis revenu vers eux et je leur ai dit, voilà, moi j'ai un projet pour lequel on pourrait autoproduire une partie de nos besoins et je pense que vos électrolyseurs ont leur place à Pertuis. Donc dans la chaufferie, on s'est restreint donc au chauffage uniquement, avec des chaudières donc très haute performance et 2 unités d'autoproduction de gaz vert. Sur les toitures, donc, on s'est dit comment on pourrait continuer d'optimiser, faire de l'hydrogène avec de l'électricité, c'est quand même pas idéal d'un point de vue financier. Donc on a instrumenté nos 4 bâtiments, puisque c'est un petit collectif de 4 bâtiments, de panneaux solaires, et qu'on a couplé à des batteries virtuelles.
Donc les batteries virtuelles, c'est aussi une petite innovation sur Pertuis. Le principe est assez simple. On stocke tout ce qu'on surproduit le jour virtuellement et on peut l'utiliser la nuit puisqu'on l'a déjà produit. Mais surtout, les 2 derniers items me servent à alimenter les cumulus. Donc là, c'est là où réside aussi une des innovations, c'est que les cumulus sont individuels collectifs électriques. Alors je m'explique. Ils sont individuels dans leur production et collectifs sur leur alimentation électrique, puisqu'effectivement on a pris le parti de les raccorder dans les communs, là où nous produisons le solaire. Tout comme le solaire alimente aussi les unités de production de gaz vert en chaufferie pour être le plus vertueux possible et surtout utiliser ce qu'on produit sur site. Donc le schéma de cette installation innovante, c'est celui-ci aujourd'hui. Il est un petit peu plus compliqué à lire. Mais en résumé, on a une chaufferie pour faire le chauffage uniquement l'hiver sur 6 mois. Donc déjà, on limite nos déperditions énergétiques à un maximum. On a des régimes d'eau beaucoup plus bas, donc forcément un confort qui s'est amélioré, notamment en hiver. On a des ballons électriques dans les logements qui sont reliés donc sur les communs. Et ces mêmes communs sont reliés sur notre production électrique solaire. Et donc notre électrolyseur qui alimente, lui, en partie en gaz vert, notre chaudière. Donc les chiffres du projet, pourquoi on est parti là-dedans, pourquoi on a voulu expérimenter, c'était pour aussi montrer que plusieurs énergies peuvent coexister, qu'il n'y a pas forcément une solution unique pour décarboner, pour faire des économies, pour réduire nos consommations. On peut aussi mixer des énergies si on le fait correctement, si on est pragmatique et si on couple les bonnes solutions entre elles et au bon endroit. Donc nos consommations, initialement, on était à 332 000 kWh de gaz annuel. Et ce qu'on vise, et cette chaufferie a déjà été mise en service l'année dernière sur la saison de chauffe. Donc les consommations visées sont de 129 000 kWh de consommation primaire. Alors attention, parce que là, il y a une lecture un petit peu particulière. Donc 129 000 kWh tirés des réseaux électriques et gaz. Et 72 000 kWh utilisés sur site directement par notre production solaire et 18 500 kWh environ de gaz produit, donc soit 20% de nos besoins énergétiques en gaz produit sur site et 75% de notre électricité produite et utilisée sur place. Donc la mixité énergétique, elle peut se résumer donc à ces 3 graphiques. On voit bien qu'initialement, il y avait le gaz naturel qui représentait la majeure partie de notre énergie sur ce site-là. Aujourd'hui, sur la mixité complète, le gaz ne représente plus que 26% de notre source d'énergie. On a une évolution de l'électricité à 23%, 33% d'électricité solaire produite et réutilisée grâce à la batterie virtuelle. Et enfin, donc, notre fameux gaz vert à distinguer, il y en a 2. Donc on a Erelia aussi s'est investi donc, dans la décarbonation au travers de GRDF avec l'injection de gaz vert dans son mix. Et le gaz vert donc, qu'on autoproduit sur place, donc, qui est composé de H2, O2, CH4. Donc, et après par entité, donc CH, en chauffage. Le gaz naturel représente encore 60% pour la part chauffage, mais on voit bien qu'il y a 40% de gaz renouvelable et l'électricité solaire qui représente 60% de notre mix énergétique pour produire l'eau chaude. C'est environ 50% voilà, de performance d'énergie renouvelable sur ce site, ce qui est similaire à un réseau de chaleur. Donc comment nous avons fait? Bon, tout simplement, pour le gaz vert en chaufferie, vous l'avez bien compris, on a mis en place des panneaux solaires qui alimentent donc une batterie virtuelle et nos réseaux d'électricité de la résidence, qui permettent de fournir l'électricité aux électrolyseurs pour produire notre gaz vert, donc qui est ici, et qui alimente enfin nos chaudières. Mais pour vous expliquer un petit peu plus en détail tout cela, je passerai après la main à mon collègue Olivier. Pour la batterie virtuelle, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je vais vous expliquer brièvement. Finalement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on produit 1000 d'énergie dans la journée, 1000 kWh, qu'on en a consommé 500, on a un crédit de 500 pour la nuit ou pour un autre jour, et on peut stocker plus ou moins de volume. Donc il y a un exercice un petit peu fin pour pouvoir déterminer la taille de la batterie qu'on doit mettre en place sur un site.
Et enfin, donc, le fameux ECS individuel collectif, comme je vous l'ai dit. Donc on a, pour pouvoir répondre à la réglementation, donc aux normes et aux consuels, il faut que tous les points électriques soient coupés quand on fait tomber le disjoncteur d'un logement. Or, vous avez bien compris que quand on connecte le cumulus dans les communs, on ne répond plus à la réglementation. Et là aussi, c'est une innovation de Pertuis. On a réussi à faire valider, donc au travers de l'APAV, le fait d'ajouter un coffret d'asservissement dans les communs qui, lui, est alimenté par le tableau du logement. Donc, c'est-à-dire que si le locataire éteint son courant chez lui, on coupe la prise aussi du cumulus. Dans ce fait-là, on répond à la norme et l'installation est réglementaire et permet du coup de faire bénéficier aux locataires de notre production solaire et de notre autoproduction, autoconsommation d'énergie. Du coup, je passe la parole à Olivier qui va nous expliquer plus en détail la partie chaufferie. Donc bonjour, effectivement, alors cette chaufferie, elle avait l'avantage pour nous, vous avez compris, de mixer des énergies. On passe notre temps à les mettre en concurrence, alors que là, l'idée, c'était qu'on avait de l'électricité verte, du gaz vert et de l'hydrogène vert. Et plutôt que passer notre temps à les opposer, pourquoi on ne pouvait pas les associer? Donc le premier but fondamental de ce jeu, c'était d'utiliser localement un gaz pour nettoyer des combustions. Vous verrez les performances, hein, on a divisé les oxydes d'azote, les NOx par 10, le CO2, on en a enlevé presque 40%. Juste en fabriquant localement nos besoins. La deuxième chose, c'est que c'est un gaz vert. Et donc, si vous avez vu sur le slide, on était quasi à moitié. C'est-à-dire que vous aviez encore un peu de gaz gris qui venait des réseaux, mais vous aviez la moitié de ce site qui était en gaz vert sans qu'on ait rien changé de l'infrastructure. On conservait le même bâtiment, les mêmes réseaux, les mêmes usages, les mêmes radiateurs. Et puis, dernière chose pour nous, c'est l'équation de ce jeu, c'est de dire quelle énergie j'ai, en quelle quantité, à quel prix et à quel coût carbone. Et je vais chercher ça en temps réel. Et je ne suis pas dogmatique, si les électrons sont moins carbonés, on en profite, s'ils sont trop carbonés, on s'arrête. Et c'est ça la force de la résilience de cette technologie, c'est qu'elle est complètement transparente pour l'usager, pour tes locataires, mais pour un chauffagiste, voilà à quoi ressemble la chaufferie. Vous avez 2 petites chaudières, 2 électrolyseurs, 2 conduits et le réseau existant. Et on n'a rien changé. C'est conforme à la réglementation gaz du 23 février 2018, donc on est conforme avec n'importe quel usage gaz bâtimentaire. Et le gaz, lui, va être produit à partir d'électricité verte. Et puis le dernier élément qui manque, c'est l'eau. Et en fait, comme vous avez des chaudières à condensation, eh bien, le principe, c'est qu'on va récupérer cette eau et qu'on va l'électrifier. Et si vous faites le bilan de la première saison, donc l'électrolyseur sur la première chaudière a tourné 1100 heures, sur la deuxième 700 heures, et on a récupéré un peu plus de 442 litres d'eau qu'on a converti en gaz. Et ça a comme conséquence au bout qu'on a sorti 8 tonnes de CO2 de cette chaufferie, qui aurait dû précédemment être émis. Et puis on a des performances en termes de polluants qui sont extrêmement agréables à lire. Chaudière normale, hein, sur du CO, vous êtes aux alentours de 100-150, et sur les NOx, on serait plutôt autour de 45. CO, hein, c'est le monoxyde de carbone, vous savez que c'est assez efficace, c'est inodore, incolore, mais les clients disparaissent. Et les oxydes d'azote, ça va être plutôt responsable des pluies acides, et donc c'est l'acidification des sols, et si on pouvait en émettre de moins en moins, ça serait très bien. Alors, sur les mesures, donc c'est monitoré ensemble, vous retrouvez les performances que je vous ai dit, et puis la dernière chose, c'est qu'on a toujours trop d'eau. Ça peut vous surprendre. En fait, vous avez l'eau de la combustion initiale plus celle qu'on ramène, et donc on est toujours en excès, et on peut vous certifier qu'on a systématiquement trop d'eau pour hybrider, et je n'ai pas besoin d'être connecté au réseau. Et ça, c'est un vrai élément de plus dans la noblesse de la techno, c'est qu'on est complètement autonome. Alors, si on fait vite fait un bilan, pour vous souvenir, hein, c'est 2 petites chaudières de 45 kW, les précédentes faisaient 180 kW chacune, on a fait le même service. Tout est préfabriqué et l'entreprise qui l'a installé, c'est un chauffagiste normal. Il n'y a pas de différence particulière, il n'y a pas de spécificité particulière. Donc on est 100% gaz vert pour notre côté. Et puis vous avez vu un petit CO2, j'ai mis 30% de moins, ça c'est ce qu'on est capable de faire, mais potentiellement 50%. C'est juste parce que, de par la technologie de la batterie, on est capable aussi d'aller chercher que l'électricité que l'on a. Et je ne vais pas aller chercher l'électricité qui pourrait être carbonée à 19 heures parce qu'on a allumé des centrales à fioul ou des centrales à charbon ou à gaz. Et donc c'est pour ça qu'on atteint ces performances. Après, sur les polluants, on vous l'avait présenté juste avant. Donc on était un petit groupe de partenaires. Alors on va commencer par nous. Donc il y en a un qui est là devant,
Parce qu'autour de Dietrich, il y a une start-up qui s'appelle Bulan, qui a développé à l'origine un petit électrolyseur pour la combustion, pour faire des flammes dans nos usines. Et il y a quelques années, on a couplé ça à nos chaudières, donc on est ensemble et puis on est en phase terminale d'homologation. Donc le certificat CE est attendu aujourd'hui ou demain. Donc on aura levé tous nos doutes. L'autre particularité, donc l'entreprise Soleo, c'est eux qui ont fait la partie sanitaire et la partie chauffage. Et puis sur l'énergie renouvelable, l'installateur de photovoltaïque, c'est resté comme les autres. Il a mis ses panneaux, son système, et donc nous, on est venu se plugger sur ça sans avoir aucune compétence particulière liée au fait qu'il y a potentiellement un endroit dans le système un peu d'hydrogène. À toi. Et enfin, dans les partenaires qui nous ont soutenus, aidés à débloquer quelques situations parfois complexes, vous l'avez bien compris, c'est un prototype. On a dû aussi apprendre des choses, il a fallu qu'on change des choses. Mais du coup, le collectif Smart Avenir, avec qui on travaille depuis plusieurs années, notamment autour du gaz vert initialement, qui nous a beaucoup soutenus sur la communication et surtout le soutien côté de l'électrolyseur. La région sud qui est très intéressée aussi, puisqu'on répond à une mission d'utilité publique qui est de travailler aussi, donc au-delà de la planète et du CO2, à travailler sur la réduction des charges. Et GRDF qui nous accompagne aussi au quotidien au travers du projet, notamment sur la mise en œuvre, et qui nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience d'ici 1 an. Donc je vous invite d'ores et déjà d'ici 1 an à découvrir les résultats finaux de cette expérimentation, puisqu'on mesure tout dans son intégralité. Il y a un nombre incalculable de compteurs et de sondes qu'on enregistre à pas de 5 minutes. Donc dans 1 an, on aura les chiffres très précis sur ce projet. Et en conclusion, pour terminer, Pertuis, voilà, Olivier l'a très bien résumé pour nous, c'est réconcilier des énergies. C'est de dire qu'il n'y a pas une seule énergie qui est meilleure que les autres. Des fois, elles peuvent cohabiter. Il y a des moments, ce sera une énergie, des moments 2, 3, 4. Il faut savoir aussi réexploiter les ressources de nos sites. Je pense que nos sites sont existants, ils ont un potentiel. Alors, il peut être géothermique, éolien, solaire ou je ne sais quoi d'autre. Exploitons-le, il existe. Et tout ça, ça nous rend des investissements cohérents. Une réduction qui s'engage de réduction des charges, donc le soutien du pouvoir d'achat de nos locataires. Olivier. Donc les émissions de CO2, vous avez vu, et ça va même un petit peu plus loin parce que nous, on avait fait le calcul en disant que si je devais remplacer tout le bâtiment pour passer avec des systèmes basse température, la nécessité des radiateurs à changer, des réseaux et ainsi de suite, vous auriez des coûts carbone induits qui deviendraient très importants. Donc là, vous avez un effet direct sur un système existant, plus une vraie décarbonation d'un produit dit carboné à la base qui était le gaz. Et donc ça a beaucoup de sens. Et puis vous avez compris que notre moteur, c'était la mixité énergétique. C'est la meilleure des énergies au meilleur des moments. Moi, j'ai un jeune enfant qui a fait une thèse aujourd'hui. Quand je lui demande quelle est la couleur de l'électron pour son iPhone ou son téléphone ou son ordinateur, pardon, il n'en a aucune idée. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. On a complètement sorti la réalité des besoins électriques et en fait, le réseau court derrière nous. Et l'avantage du bâtiment demain, c'est que comme on a de l'inertie, on sera une vraie aide au réseau électrique et on n'est pas un concurrent. Bien au contraire, on est vraiment là pour les aider. Et enfin, donc l'autoproduction de nos besoins et l'autoconsommation, qui sont le pilier de cette rénovation énergétique, et surtout une durabilité des équipements, puisque là, tous les choix qui se sont portés, c'était aussi d'un point de vue bailleur. Certaines technologies sont peut-être très performantes, mais coûtent plutôt cher en coût induit ou en coût indirect, que ce soit en renouvellement de composants ou en entretien. Là, on est vraiment sur des solutions éprouvées, des solutions connues, faciles à mettre en œuvre et facilement maintenables sans générer des coûts cachés ou des coûts induits qui, des fois, apparaissent suite à une réhabilitation. Voilà pour ce projet. J'espère qu'il vous aura intéressé et merci de votre attention. Merci.